Bonjour à tous, pas de travail pendant les vacances, mais une revue de presse que j'essaierai de faire régulièrement. À l'ordre du jour, bien sûr, le coronavirus. Et donc, une mauvaise nouvelle, plus de 10 000 morts aujourd'hui en France. On ne peut donc pas se réjouir d'une baisse de la progression du nombre de morts. Le coronavirus est donc une crise sanitaire, et cette crise sanitaire aura bien sûr des conséquences économiques. Vous vous rappelez que l'indicateur servant à mesurer la richesse d'un pays est le PIB. Or, lorsque cet indicateur, lorsque la richesse d'un pays augmente d'une année sur l'autre, on parle de croissance. Lorsque la quantité de richesse produite diminue, on parle de récession, voire de dépression et voire même de désastre. Terme que j'ai découvert en lisant Le Monde, c'est dans une tribune de ce quotidien que Fabien Tripier du CEPI nous rappelle ce terme observé et étudié par Robert Barrault. Un désastre se produit lorsque la récession, c'est-à-dire la baisse du PIB, est supérieure à 10%. Pour rappel, au plus haut de la crise des subprimes, en 2008, le PIB s'est contracté en zone euro de 5%, en France de 2,8%. Et aujourd'hui, selon l'INSEE, un mois de confinement coûte 3% de PIB. Il est donc envisageable qu'un désastre se produise en France. Et l'auteur nous rappelle que lorsqu'un désastre se produit, le seul acteur qui peut agir, c'est l'État. L'État agit car il est le seul à pouvoir supporter le coût économique d'un désastre. Il est le prêteur en dernier ressort, comme lors de la crise de 2008. Il est l'acheteur en dernier ressort en compensant le manque à gagner de nombre d'entreprises impactées par le confinement. Il est aussi l'employeur en dernier ressort grâce au chômage partiel, et il est enfin l'actionnaire en dernier ressort lorsque celui-ci rentre au capital d'entreprise, nationalise certaines entreprises pour éviter à celles-ci de faire faillite. Or, pour assurer ces rôles-là, l'État doit trouver de l'argent quelque part. Et cet argent-là, il ne peut pas le prendre directement dans l'épargne des citoyens, et donc l'État doit s'endetter. Or, je vous le rappelle, le taux d'endettement de l'État français avoisine aujourd'hui les 100% du PIB. Lorsque nous nous endettons, nous sommes tenus de rembourser. Et cette dette-là, ce sera donc les impôts futurs. Or, l'auteur conclut là-dessus, il faudra, et il faut, dès lors, penser à répartir équitablement cette charge-là. Les pouvoirs publics doivent donc agir face au coronavirus. Le coronavirus, rappelons-le, est avant tout une crise sanitaire. Et donc elle va toucher directement l'économie réelle. Ce qui n'est pas le cas par exemple du krach boursier de 1929 ou encore de la crise des subprimes, qui sont toutes deux à la base des crises financières. De ce fait, ce sont les États qui ont les plus grandes marges de manœuvre. Petit tour d'horizon donc des politiques de relance. Aux États-Unis, c'est, selon Capital, le plan de tous les records. Il est colossal selon valeur actuelle et c'est en effet un plan de relance qui est estimé à 2000 milliards de dollars, soit 10% du PIB américain. Il prend la forme de plusieurs choses. C'est un chèque sous, bien sûr, conditions de revenus de 1000 à 1200 dollars par adulte et 500 dollars par enfant. Cependant, problème de cette réforme-là, 14 millions d'Américains n'ont pas de compte bancaire et plus de 28 millions devront attendre des mois leur chèque en papier car leur compte bancaire n'est pas rattaché au fisc. Le projet de loi prévoit aussi des prêts à hauteur de 500 milliards de dollars aux entreprises et aux collectivités locales. Certaines entreprises menacées de faillite pourraient bénéficier, comme le secteur aérien, de 50 milliards de dollars. Les entreprises qui en bénéficieront devront en retour s'engager 1. À conserver le niveau d'emploi d'avant la crise, 2. Encadrer la rémunération des dirigeants et enfin 3. S'interdire le rachat d'actions. La France aussi agit et donc par exemple on a mis en place un chômage partiel pour 5 millions de Français. Et pour aider les entreprises à passer le choc du confinement, l'État a annoncé qu'il garantirait jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts bancaires, soit l'équivalent de 15% du PIB. L'État mettra aussi en place un fonds de solidarité pour les petites entreprises, avec une indemnisation maximum de 1500 € pour les petites entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 50% ou plus, mais aussi une aide de 2000 € au cas où celle-ci serait menacée de faillite. Parmi les filières les plus touchées, bien évidemment, l'aéronautique, le tourisme. On peut bien évidemment se questionner sur où est l'Europe, puisque il n'y a pas de plan de relance coordonné.
Mais cependant, j'ai trouvé une petite info sur MEDEF TV. Les 27 prépareraient un plan de relance sans précédent. Bien évidemment, d'autres institutions agissent dans la crise du coronavirus. Ce sont bien sûr les banques centrales. La Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est une institution qui est centrale dans la conduite des politiques économiques, car elle est en charge de la politique monétaire. Dans la zone euro, la Banque centrale est supranationale et elle est surtout indépendante, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas d'influence sur les décisions et sur les prérogatives. C'est Christine Lagarde qui en est la présidente. La Banque centrale peut, grâce à ses instruments, contrôler la masse monétaire en circulation, dans plusieurs buts. En Europe, son but principal, c'est de limiter l'inflation autour de 2%. Aux États-Unis, son but, c'est de limiter l'inflation, mais c'est aussi, dans le même temps, de soutenir la croissance et le plein emploi. Son principal instrument est, ou plutôt sont, les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels les banques se refinancent auprès de la Banque centrale, ou bien le taux de dépôt, taux auquel est rémunéré ou pas rémunéré, lorsque ce taux est négatif, les dépôts des banques auprès de la Banque centrale. J'y reviendrai bien évidemment dans la prochaine vidéo. Je ferai toute une vidéo sur le système bancaire et sur les banques centrales. Donc, revenons aux réformes mises en place par les banques centrales pour lutter contre le coronavirus. Aux États-Unis, le taux d'intérêt directeur de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, a de nouveau été abaissé par surprise dimanche dernier de 1 point, ramenant les différents taux entre 0 et 0,25%. Dans la zone euro, le taux directeur était déjà à 0%, donc elle n'a pas utilisé la politique de taux qui est dite politique conventionnelle. En revanche, la BCE, tout comme la Fed, ont utilisé des politiques dites non conventionnelles, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, politiques de quantitative easing, voire de qualitative easing. Comme l'a dit Christine Lagarde, il n'y a pas de limite à notre engagement envers l'euro. Et la BCE va donc débloquer 750 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 120 milliards déjà débloqués au début de la crise, et enfin aux 20 milliards d'euros par mois engagés depuis décembre. Mais qu'est-ce que ça veut dire débloquer finalement autant d'argent ? Le Figaro chiffre à 117 milliards d'euros engagés par mois et 1053 milliards d'euros au total. C'est des chiffres qui donnent le tournis, on n'a même pas, c'est pas tangible. 1053 milliards d'euros. En fait, quand la Fed ou la BCE parle de débloquer de l'argent, ça signifie en fait un rachat massif de bons du trésor, d'obligations, de crédits, de titres en fait, pour soutenir le marché. Mais ça, j'y reviendrai pas dans la prochaine vidéo. Très intéressant, la Banque centrale tunisienne demande directement aux banques de suspendre la distribution des dividendes. Bien évidemment, ce coronavirus a des conséquences économiques, monétaires, mais aura surtout des conséquences sociales. Première chose, selon l'Organisation internationale du travail, on estime qu'il y aurait entre 5,3 à 24,7 millions d'emplois qui seraient détruits dans le monde. Bien évidemment, les plus touchés, et là je renvoie à un papier de Mediapart que je vous mets dans la bibliographie, sont bien évidemment les CDD et les intérimaires, mais aussi les auto-entrepreneurs. La conséquence première, c'est que cela va accroître la précarité des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Intérimaire, CDD, comment avoir droit au chômage lorsque les travaux d'intérim se raréfient? Selon le syndicat Prisme Emploi, un demi-million de contrats interrompus. Entre le 16 et le 31 mars, on entend aussi souvent que le coronavirus touche sans distinction de race, de classe. Pour autant, il nécessite une hospitalisation plus lourde en fonction des comorbidités des individus, c'est-à-dire si les individus sont obèses, diabétiques, etc. Ces comorbidités sont bien évidemment liées au niveau de revenus, puisque moins on a de revenus, moins on a accès aux soins, accès à de la nourriture de qualité. Et donc concrètement, ça se traduit aux États-Unis par un phénomène. Et qui sont les principales populations touchées par la précarité et l'absence de revenus aux États-Unis? Ce sont bien sûr les minorités noires, afro-américaines. Et aujourd'hui, la part des Noirs dans les décès aux États-Unis est 3 à 4 fois plus importante que la part des Noirs dans la population totale. Dans l'Illinois, on estime que 42% des décès sont des personnes noires, alors que ces personnes-là ne représentent que 14% de la population. Enfin,
Dernier élément, les plus touchés sont aussi les plus précaires, les migrants, et on finira par une bonne nouvelle. Le Portugal a décidé d'ailleurs de régulariser l'ensemble des migrants dans le but de les faire bénéficier de l'assurance maladie. Merci et à bientôt.